lorsque nous avons été approchés, que ce soit la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, et ça mes collègues là-bas vont en parler un peu plus, la réaction première n'a pas été de dire on va préparer un programme pour vous, État, et vous dire ce que vous devez faire. Ça a été de s'asseoir autour de la table avec les États et de dire quelles sont vos priorités et comment ces programmes de reconstruction post-Ebola seront articulés, seront liés à vos programmes de développement existants. Parce qu'une des questions importantes, c'était de ne pas, c'est de remettre les pays sur le rail qui s'était déjà fixé avant. Et je crois qu'avec la Mano River à Washington, on en parlait la dernière fois, c'était extrêmement important d'avoir un alignement entre ce qu'on fait et ce que les pays avaient décidé. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est de comment tirer des leçons de ce qui s'était passé pour ne plus créer les mêmes conditions à l'avenir. Et je crois que ce que nous avons vu dans cet épisode, c'est une solidarité immense entre les pays africains. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, on faut partager leur expérience avec leurs collègues de la santé. C'était impressionnant pour nous de voir au niveau de Washington et sur le terrain, comment est-ce que les professionnels de la santé et les professionnels de la santé publique avaient réussi à créer un network et avaient réussi à partager de l'information. Ils se parlaient régulièrement et ça, je crois que c'est un point important parce qu'on met surtout l'accent sur ce que nous, les institutions de développement, ont pu faire, mais on ne nous parle pas assez de ce que les États eux-mêmes ont fait. Et je crois que c'est mon devoir d'insister sur vraiment ce que les États ont pu faire. Mais pour vous, en tant que Banque mondiale, quelle est la philosophie, quelle est la vision qui est derrière cette idée de partenariat? Cette idée de partenariat, c'est justement nous sommes au service des États. C'est-à-dire qu'on doit fédérer nos efforts pour supporter des directions stratégiques définies par les États. Une autre manière de le faire serait de dire on s'assoit ensemble, soit à Abidjan, soit à Washington, et on essaie de dire aux pays ce qu'ils ont à faire. On a dit non. Les pays ont une idée, il y a des professionnels de la santé, il y a des ministres de l'économie et des finances qui ont défini une stratégie, comment on peut soutenir cette stratégie et comment on peut créer un momentum et mobiliser. Ce ne sont pas les pays qui vous ont demandé de fusionner entre guillemets avec la base. Non, ça a été venu spontanément. Et je crois que ça montre un peu au niveau du leadership, une vision claire, une vision nouvelle de mettre les pays au poste de commandement. Là où on n'avait pas la capacité, parce qu'on n'avait pas des équipes sur le terrain, nous n'avons pas hésité de travailler avec le FNUA, M. Ngomé ici, avec le système des Nations Unies, pour mettre en œuvre les programmes avec les ONG. Nous avons travaillé avec les États de Mano River. Et donc je crois qu'il y a une nouvelle dynamique dans l'architecture un peu de l'aide internationale qui a pu être mise en œuvre dans le cadre de la réponse de l'Ebola. Et on pourra revenir sur les chiffres, sur les montants, etc. Mais je crois qu'il est important de camper la philosophie qui a permis d'organiser cette aide et de montrer qu'on a fait un pas, à mon avis, un saut qualitatif en termes d'interaction entre les États, les organisations internationales, le système des Nations Unies, les institutions régionales. Et tous ensemble, on a eu une voix égale, une contribution égale. Et ce qui était déterminant, ce n'était pas le montant, le nombre de millions de dollars qu'on mettait sur la table, mais que tout le monde a eu la voix au chapitre et tout le monde a pu donner vraiment sa contribution et s'est mis au service des États qui en avaient si besoin. Plus important, nous avons fait 1,6 milliard de dollars sur les pays Ebola, que ce soit la partie du secteur privé de la Banque mondiale qui a aidé par des lignes de crédit à remettre un peu l'activité économique du secteur privé, particulièrement les petites et moyennes entreprises, que ce soit à travers des programmes pour aider la relance de l'agriculture et la relance d'un certain nombre d'activités. Ce que nous avons constaté à ce moment, c'est que les systèmes de santé étaient fragiles. Et ça, c'est la grande leçon de cette épidémie. C'est que les systèmes de santé sont fragiles et il n'y a pas un mécanisme de coordination régionale pour les protocoles. Et là, j'ai des spécialistes de la santé qui peuvent nous dire ce que ça veut dire en termes clairs, mais une des choses que nous avons beaucoup discuté à Washington, c'est lorsque la crise Ebola est apparue, la Côte d'Ivoire a dû avoir son protocole, le Sénégal a dû avoir son protocole, le Mali a eu son protocole, la Guinée a pu avoir un protocole. Ce qui a ralenti un peu l'échange d'informations, le contrôle et la surveillance de la maladie. Donc, une des premières leçons, c'est comment avoir des protocoles d'intervention qui soient régionaux quand nous avons des épidémies de cette nature. Deuxième, nous n'avions pas des systèmes
qui permettait bien sûr de mesurer, de contrôler et d'avoir les informations. Donc on a financé des laboratoires régionaux qui permettraient de très rapidement dépister le niveau de la maladie, de voir où on se situe, de pouvoir faire la surveillance et de pouvoir échanger des informations. Troisième élément, il est apparu également clairement que l'intervention est une intervention centralisée bien sûr au niveau du gouvernement central, au niveau des capitales, mais le plus important, ce sont les travailleurs de santé au niveau local, au niveau des villages. Donc un des grands éléments d'intervention pour nous, c'est comment s'assurer qu'il y a un financement adéquat pour permettre il y a un financement adéquat pour permettre le financement des travailleurs de santé dans les villages. Et je crois que ce sont des choses extrêmement importantes qui permettront de créer une résilience au niveau du système de santé. Le dernier élément, c'est qu'il s'agit aussi d'avoir au niveau de ne pas déséquilibrer le système de santé. Parce que ce qu'on a vu également dans ces situations, c'est que toutes les ressources qui allaient pour la lutte contre la malaria, contre la tuberculose, ont été détournées pour faire face à l'urgence de l'Ebola. Donc comment rééquilibrer? Je vois que nous avons une échéance extrêmement importante qui s'appelle la conférence d'Addis Abeba pour le financement au développement. Et une des questions importantes qui devra se poser, une question macroéconomique, c'est de savoir est-ce qu'on peut tolérer un tout petit peu un niveau de déficit budgétaire à financer, bien sûr finançable, un peu plus élevé qu'on l'aurait prévu habituellement, pour financer vraiment un système de santé qui soit un système de santé important. On a réussi à le faire sur la question de l'éducation. Il y a 20 ans, le défi c'était d'augmenter les taux de scolarisation. On a réussi à amener le taux de scolarisation à plus ou moins 100% dans un certain nombre de pays. Mais au niveau de la santé, on est encore en retard. Et si on regarde le niveau du financement de la santé, il est bien en dessous de ce qui devrait être. Donc nous avons toutes ces questions qui apparaissent maintenant et nous avons articulé avec la BAD et les systèmes des Nations Unies et les organisations régionales des programmes qui nous permettraient de le faire maintenant. C'est comment trouver le financement pour pouvoir le faire. Les institutions ont contribué, mais cela n'est pas suffisant, il faudra faire plus. Donc le premier aspect, c'est de créer un système de santé résilient qui puisse faire et créer les conditions et l'infrastructure de base pour des systèmes. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut contrôler les mécanismes de financement. Donc quand on regarde les budgets des États, la part qui va à l'éducation est beaucoup plus élevée que la part qui va à la santé. Je ne dis pas qu'il faille réduire ce qui va à l'éducation. Ce que je dis qu'il faudrait augmenter les deux. Parce que ce qui nous intéresse en réalité, c'est le développement humain. Éducation sans santé, santé sans éducation, ça ne tient à rien. Parce que si on investit dans l'éducation et que les gens meurent tôt, ça ne sert pas à grand chose. Si on investit dans la santé, que les gens vivent longtemps mais qu'ils ne réussissent pas à avoir l'éducation nécessaire, la société n'est pas productive, la société n'évolue pas. Donc il faut investir sur ces deux mamelles qui sont importantes en termes de développement humain pour rendre les gens plus productifs, pour rendre les gens pour réduire les inégalités. Donc aujourd'hui, on arrive à un moment où, bien sûr... Monsieur Diop, oui. Tout à l'heure, M. Kadoka disait le problème, ce n'est pas les symptômes, ce sont les causes. Et les causes sont nombreuses. Aujourd'hui, si vous dites qu'on va s'attaquer à ça, mais après on voit que par exemple le système de transport n'a pas fonctionné, on voit que le système de communication n'a pas fonctionné, que des pays comme le Libéria ou J'ai bien compris cela, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut des ressources additionnelles. Je n'ai pas dit des ressources en substitution. Donc je suis très clair à ce niveau. Je dis qu'il faut des ressources additionnelles. C'est-à-dire qu'on maintient les programmes, je crois que dans mon propos introductif, j'ai insisté sur le fait qu'il faut que les programmes de développement que les ministres du Libéria, de Guinée et d'autres pays ont élaborés soient continués à être soutenus, à être renforcés. C'est ce que le président Kadoka a dit, continuer les programmes. Mais il y a un problème spécifique qui a été mis en exergue, c'est la faiblesse de nos systèmes de santé. Donc, pour pouvoir récolter le fruit dans la société de l'ensemble des investissements qu'on fait en infrastructure, en agriculture, en éducation, il faudrait qu'on ait des gens plus sains. Et dans la situation actuelle, on a réussi à mobiliser des forces dans les pays, la communauté internationale pour le financement de l'éducation. On n'a pas encore réussi à le faire sur la santé. Ce qu'on a réussi à faire sur la santé, c'est de prendre une maladie, HIV/AIDS,
malaria, trouver des financements. On n'a pas. Quand j'étais plus jeune, dans mon propre pays, on avait des systèmes de santé qui permettaient de faire des vaccinations de masse, qui permettaient de faire, etc. Ces choses ont disparu. Le dépistage. Et les gens allaient dans les maisons vérifier s'il y avait de l'eau stagnante pour voir s'il y avait une source de malaria. Cela n'existe plus dans la plupart de nos pays. Comment recréer ces systèmes? Les travailleurs communautaires, au niveau de la base, dans les villages, ceux qui peuvent parler aux gens et amener les services de santé à ce niveau. On a construit des services de santé, on a construit des centres de santé, on ne les a pas équipés. Les gens vont travailler sans médicaments. On a formé des médecins, mais on n'a pas formé assez d'infirmières. C'est ce genre de questions qu'il faudra que maintenant on approfondisse et qu'on puisse travailler et qu'on trouve le financement. C'est un financement supplémentaire. Ce qui veut dire quoi? Et je termine par cela. Ce qui veut dire que quand, et là je parle vraiment en mon ancienne casquette, qui est l'ancienne casquette du président, un ministre des Finances, quand il arrive, il a un budget. Un budget avec un cadre de financement qu'il doit financer. On lui dit, écoutez, c'est financé à hauteur de temps par les ressources extérieures et domestiques. Il faudrait qu'on puisse dire qu'on va augmenter les dépenses globales du pays. On va allouer un peu plus de ressources dans le domaine de la santé. Et pour cela, la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement sera un moment fort pour pouvoir trouver les instruments pour financer les systèmes de santé. Si on ne le fait pas, l'ensemble des investissements qui ont été faits dans le reste de l'économie risquent de ne pas donner les résultats qui sont nécessaires. Deux mots, le premier mot c'est un mot de remerciement et à tous ceux qui ont combattu l'Ebola. Et humblement leur dire vraiment que je suis honoré de pouvoir contribuer à cette lutte, que ce soit le ministre des Finances, le ministre de la Santé, les travailleurs de la santé, et les ONG, que je remercie l'ensemble des gens. Parce que je crois qu'il est important qu'on ne présente pas toujours l'Afrique sous un visage négatif. On a parlé d'Ebola, mais n'importe quel autre continent qui aurait eu une telle épidémie, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu la capacité de répondre aussi rapidement que la Côte d'Ivoire l'a fait, que le Mali l'a fait, que le Sénégal, que le Libéria, que maintenant la Guinée, la Sierra Leone essaie de le faire. Je crois qu'il faut qu'on ne soit pas toujours là à dire que les Africains font des choses mal. Donc c'est le premier message. Le deuxième message, c'est de dire que, comme diraient mes amis de la portugaise, avec la continent, c'est pas fini. C'est pas fini. Et ce dont j'ai peur, c'est qu'après que cette situation de crise soit dépassée, qu'on oublie exactement ce que Mme le ministre vient de dire, qu'il faut qu'on construise nos systèmes de santé. Comment maintenir le momentum pour qu'on puisse continuer à travailler sur cette question sur le long terme.